Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 315 de Change ma vie, favoriser le flow. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant et extrêmement utile pour favoriser votre épanouissement au quotidien. On va parler du flow, F-L-O-W. Le flow, c'est une notion qui a été identifiée et théorisée par un psychologue hongrois du nom de Mihaly Csikszentmihalyi. Donc Mihaly, ça s'écrit M-I-H-A accent aigu L-Y. Et Csikszentmihalyi, excusez-moi pour la prononciation, ça s'écrit C-S-I accent aigu K-S-Z-E-N-T-M-I-H-A accent aigu L-Y-I. Donc Mihaly Csikszentmihalyi, un fils de diplomate hongrois qui est né en Italie en 1934, qui a émigré aux États-Unis dans les années 50 et qui a été ensuite l'un des pionniers de la psychologie positive. Le flow, c'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain. Vous pratiquez sans doute déjà sans le savoir. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé complètement absorbé par une activité, au point de sortir complètement de vous-même et de perdre la notion du temps? Peut-être en lisant un livre, en pratiquant un loisir créatif, en jouant d'un instrument, ou en travaillant sur un projet qui vous passionnait. Cette sensation, quand vous êtes complètement engagé dans ce que vous faites et que le monde semble s'effacer, c'est ce que Csikszentmihalyi appelle le flow. Dans son travail, il décrit le flow comme un état de concentration intense, presque méditatif, où on se sent à la fois profondément impliqué et profondément serein ou sereine. C'est comme si notre esprit et nos gestes ne faisaient plus qu'un en parfaite harmonie. Et ce qui est fascinant avec le flow, c'est qu'il ne se produit pas seulement lorsqu'on fait quelque chose de purement agréable. Ce phénomène peut aussi survenir au travail, dans l'apprentissage ou même dans les tâches quotidiennes, à condition qu'elles représentent un défi correctement dimensionné pour notre niveau de compétence, ni trop facile, ni trop difficile. C'est dans cet équilibre délicat que le flow se manifeste et ça nous permet alors de puiser dans nos capacités de façon optimale et de trouver aussi dans cette activité un profond sentiment de satisfaction. Et la raison pour laquelle je veux évoquer ce concept avec vous aujourd'hui, c'est parce que c'est une clé majeure de votre épanouissement. L'état de flow, c'est l'un des états les plus agréables et les plus gratifiants pour l'être humain. Quand on s'adonne à une activité qui permet d'y accéder, on se sent intensément focalisé, on a un sentiment de compétence, d'efficacité et on ressent beaucoup de plaisir et de satisfaction. Et après coup, les effets sont tout aussi positifs. On ressent un sentiment d'accomplissement, on se sent détendu, apaisé. Ce type d'activité, cet état de flow, renforce notre confiance en nos propres capacités et on se sent fier et motivé pour aborder de nouvelles tâches. L'état de flow a un effet favorable sur notre humeur, sur notre niveau d'énergie, ça réduit notre niveau de stress, ça nous permet d'améliorer notre créativité, notre productivité et, mieux encore, ces bénéfices se propagent ensuite dans les autres domaines de notre vie. C'est aussi dans cet état de flow qu'on apprend le mieux, qu'on progresse le plus, comme si cet état d'engagement et de plaisir préparait notre cerveau à absorber de nouvelles informations et créer de nouvelles connexions neuronales fortes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cet état d'engagement et de réceptivité est aussi plaisant. Si on se place du point de vue de l'évolution de l'espèce humaine, c'est quand même un excellent mécanisme pour favoriser le développement des individus et donc le succès de l'espèce, que de faire en sorte qu'on prenne beaucoup de plaisir à faire des choses qui sont difficiles mais tout juste accessibles. Et d'ailleurs, quand on observe les enfants, c'est exactement comme ça qu'ils conduisent leur apprentissage spontanément. En fait, un enfant identifie des challenges qui sont tout juste hors de sa portée
Et un enfant peut rester concentré vraiment longtemps, alors à son échelle évidemment, à essayer de faire rentrer des formes dans des trous, à manipuler des objets intéressants ou à escalader encore et encore la même structure sur une aire de jeu. Alors, un peu plus tard, notre système éducatif a tendance à les détourner de ces apprentissages autodirigés, ce qui est regrettable, mais à la maison, et quel que soit l'âge des enfants que vous élevez ou que vous côtoyez, c'est vraiment important de favoriser pour eux aussi cet état de flow et d'éviter autant que possible de les interrompre quand ils sont concentrés sur quelque chose, même si, de votre point de vue, c'est un truc sans importance ou moins important que le truc que vous leur demandez de faire, donc sauter sous la douche, passer à table ou ramasser la chaussette qu'ils ont déposée au milieu du couloir. Donc ça, c'était la minute parentalité, mais cet épisode, j'ai voulu le faire avant tout pour vous. Si vous pouvez favoriser le flow dans votre vie quotidienne, en cultivant les activités qui vous permettent d'y accéder, que ce soit dans votre travail ou sur votre temps personnel, ça aura un impact vraiment significatif sur la façon dont vous vous sentez dans votre quotidien et dans votre vie en général. Alors, une précision importante, l'expérience du flow est subjective et elle dépend de l'individu et de son contexte. Ce n'est pas parce que jouer du piano ou faire ma compta me permet d'accéder à cet état de flow que ça vous le permettra à vous aussi et vice-versa. De la même façon, une activité qui vous met dans un état de flow un jour donné dans un certain contexte pourra ne pas avoir le même effet un autre jour dans un autre contexte. On pourrait trouver ça frustrant que ça ne soit pas déterministe, qu'il n'y ait pas une recette éprouvée, étape 1, étape 2 et paf, flow enclenché. Mais moi, je trouve au contraire que c'est magnifique parce que c'est à la fois une invitation à mieux vous connaître, à mieux vous écouter, et aussi une invitation à saisir et à chérir ces moments de magie, ces moments de grâce, ces moments de flow lorsqu'ils surviennent, parce que, justement, ils ne sont pas parfaitement prévisibles. Mais rassurez-vous, on n'avance pas complètement à tâtons dans cette histoire parce que Csikszentmihalyi a identifié 9 composantes des activités qui permettent d'accéder au flow. Et ces 9 composantes, on peut s'en servir comme autant de petits cailloux à suivre pour favoriser le flow dans notre vie. Je me propose donc de détailler pour vous ces 9 composantes du flow avec des exemples, mais notez qu'il n'est pas indispensable de les réunir toutes. En fait, ces composantes servent principalement à définir et à comprendre l'état de flow et à savoir que cumuler plusieurs de ces composantes augmente votre probabilité d'entrer dans un état de flow. Alors, si vous êtes prêts, on y va avec la composante numéro 1 qui est l'équilibre entre la difficulté de la tâche et vos capacités. On l'a évoqué il y a quelques instants, pour déclencher l'état de flow, il faut que la tâche représente juste le bon niveau de challenge par rapport à votre niveau de compétence pour que vous soyez stimulé sans être découragé. Si c'est trop facile, vous vous ennuyez et il n'y a pas d'état de flow. Si c'est trop difficile, ça génère du stress et de la frustration ou du découragement et il n'y a pas de flow non plus. Alors, un exemple, l'autre jour, j'ai fait une babka au sésame noir pour mon amie Caroline qui venait goûter. Alors, la babka, si vous connaissez, c'est une brioche tressée typique de la pâtisserie d'Europe de l'Est. Donc, j'en avais déjà fait une il y a longtemps. Donc, c'est à ma portée, mais il y a une manipulation un petit peu particulière parce qu'il faut étaler, garnir et tresser une pâte à brioche qui est très molle et très collante. Donc, c'est un challenge qui demande de la concentration, de l'engagement, mais c'était un challenge qui était juste le bon niveau qu'il faut pour moi. Et donc, j'étais dans un état de flow en le faisant. Pour transposer ça, cette composante dans le domaine professionnel, on peut penser à des situations dans lesquelles on vous demande carrément trop, c'est impossible et trop stressant. Et donc ça, s'il y a trop de ça, trop longtemps, ça peut conduire au burn-out. Et à l'autre extrême, on peut penser aux situations professionnelles dans lesquelles, au contraire, vous n'avez rien à faire, ou alors des trucs trop faciles
qui ne vous stimulent pas, qui ne vous apprennent plus rien. Et ça peut conduire à ce qu'on appelle le bore-out, donc en français, syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. À cette occasion, je me dis vraiment, c'est quand même une bonne illustration de à quel point l'anglais est succinct, c'est bore-out. Et en français, il nous faut nettement plus de mots, syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, le plus favorable à l'épanouissement professionnel, ce sont les situations dans lesquelles les individus sont challengés juste la bonne dose pour sentir que ça va être possible de réussir, mais que pour réussir, il va falloir apprendre, évoluer, se dépasser. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'intégrer cette idée parce qu'on croit parfois à tort que l'idéal dans la vie, et l'idéal peut-être dans notre vie professionnelle, ce serait que on maîtrise tout le temps, c'est-à-dire que tout soit super facile pour nous tout le temps, mais en réalité, non. L'idéal, c'est de pouvoir vous confronter au juste niveau de difficulté. Et quand vous intégrez que c'est fondamentalement ce qui vous réussit le mieux, vous ressentirez aussi beaucoup moins de résistance face aux challenges et donc beaucoup plus de ressources pour les surmonter. La composante numéro 2 d'une activité qui va favoriser le flow, c'est la fusion entre votre attention et vos actions. Donc ça, c'est quand vos gestes sont précisément dirigés par votre cerveau sans que vous ayez à y réfléchir consciemment. Donc typiquement, c'est cette expérience de flow que vivent les personnes qui jouent d'un instrument avec un bon niveau, ou en tout cas un niveau correct, qui leur permet de lire la partition pendant que leurs doigts jouent la musique, sans qu'elles aient besoin de retranscrire les notes consciemment dans leur tête ou de réfléchir au bon endroit où poser les doigts. D'ailleurs, en passant, au moment où on s'aperçoit de cette magie et qu'on commence à y réfléchir consciemment, qu'on se dit « Tiens, je suis en train de lire la partition et je n'ai pas besoin d'y réfléchir constamment », paf, c'est là qu'on n'y arrive plus, qu'on perd le fil et qu'on fait des fausses notes. La composante numéro 3 du flow, c'est la clarté de l'objectif. Pour qu'une activité puisse déclencher un état de flow, il faut que l'objectif poursuivi soit clair. Il faut que cette activité ait une direction et un sens. Donc pour ma part, c'est exactement cette composante qui me permet d'accéder au flow dans l'écriture en général. Et l'exemple que je voulais donner, c'est dans l'écriture du livre que j'ai écrit sur ces derniers mois et qui sortira, je suis heureuse de vous l'annoncer, en mai 2024. Donc dans mon processus d'écriture, j'ai commencé par construire la structure du livre et clarifier pour moi-même la façon dont je veux guider mon lecteur ou ma lectrice à travers les différentes parties du début à la fin du livre. Donc, à chaque fois que je me mettais à écrire une section, je savais quel était mon objectif. Je savais d'où je partais et où je voulais arriver. Donc, ça ne veut pas dire que le processus d'écriture était facile, et tant mieux parce que la composante de challenge doit être présente pour accéder au flow, mais je savais dans quelle direction j'allais et donc ça me permettait d'accéder au flow dans mon processus d'écriture. Si vous êtes en train d'écrire un chapitre d'un roman, c'est la même chose. Ce qui peut vous permettre d'accéder à l'état de flow, c'est de déterminer avant où est-ce que vous voulez amener votre personnage d'ici la fin du chapitre. Donc, vous ne savez pas forcément comment vous allez y arriver, c'est la composante de challenge, mais il faut que vous sachiez quel est l'objectif de ce chapitre. La composante numéro 4 qui favorise le flow, c'est votre concentration sur la tâche à accomplir. Alors, on l'a dit, le flow se caractérise par une concentration totale sur la tâche qu'on a devant soi. Le reste du monde s'efface et c'est comme si on entrait dans une bulle dans laquelle rien d'autre n'existe que ce truc qu'on est en train de faire. Dans le travail, c'est ça qui permet d'avoir la meilleure qualité de réflexion, de créativité et de résolution de problèmes. C'est pour ça que chez Change ma vie, en début de semaine, chaque personne de l'équipe bloque dans son agenda et communique au reste de l'équipe ses plages de travail en concentration. C'est parce que je veux favoriser pour chaque personne de mon équipe, y compris pour moi, cet état de flow qui nous permet d'utiliser au mieux nos compétences et notre inventivité pour faire avancer nos projets, mais aussi retirer le plus de satisfaction dans notre travail. Cet état de concentration est infiniment précieux et malheureusement, à moins de mettre en place des mécanismes de protection comme on le fait chez Change ma vie, des garde-fous, il est de plus en plus rare d'arriver à y accéder parce qu'on est assailli de toutes parts par les notifications, les interruptions,
les sollicitations et qu'on évolue dans une culture vraiment problématique d'hyperconnexion et d'attente d'une ultra-réactivité. Évidemment, c'est un challenge d'autant plus grand pour les personnes qui ont un trouble de l'attention et qui ont d'autant plus besoin de trouver les bonnes stratégies pour favoriser et soutenir leur concentration. Donc, en tout état de cause, c'est absolument indispensable de protéger votre attention et de protéger les temps de concentration au cours desquels vous pourrez accéder à cet état de flow. Cinquième composante des activités qui favorisent le flow, c'est un retour immédiat et sans ambiguïté. Ça, c'est le fait que vous puissiez déterminer clairement et rapidement si ce que vous faites fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, par exemple, l'une de mes activités de flow préférées, c'est de faire un puzzle. Et donc, quand vous travaillez sur un puzzle, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'entre-deux. Soit la pièce rentre, soit la pièce ne rentre pas, il n'y a pas de débat. Et ça, comme on évolue le reste du temps dans des environnements dans lesquels les choses sont globalement floues et incertaines, cette simplicité, cette lisibilité, ça marche ou ça ne marche pas, est extrêmement satisfaisante. Dans la même idée, les activités favorables à l'état de flow sont aussi celles qui ont clairement un début, un milieu et une fin, ce qui permet de savoir à tout moment où on en est, de voir sa progression et de ressentir la satisfaction non seulement de progresser dans la tâche, mais une fois qu'on l'a complétée, de se dire de façon indiscutable qu'on a coché la case, sans qu'on puisse se juger ou se dire « Ah oui, mais peut-être que j'aurais pu faire mieux, faire plus, m'y prendre autrement ». L'exemple du puzzle est très éloquent là aussi. Une fois le puzzle terminé, on sait que c'est terminé et on sait que c'est terminé parfaitement. Sauf bien sûr quand une pièce a mystérieusement disparu et que même en démontant le canapé, il est impossible de remettre la main dessus, ce qui est une expérience affreuse, vous en conviendrez. La composante numéro 6 d'une activité qui favorise le flow, c'est le paradoxe du contrôle. Dans l'état de flow, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir la sensation de maîtriser ce qu'on fait sans avoir l'impression de fournir un effort conscient pour y parvenir. Csikszentmihalyi qualifie ça de paradoxe parce que quand on contrôle quelque chose habituellement, ce contrôle nécessite de notre part une attention et une volonté délibérée. Mais quand on est en état de flow, on ressent ce niveau de maîtrise, mais d'une façon qui nous semble automatique et sans effort, et ça aussi c'est extrêmement gratifiant. Par exemple, ce paradoxe du contrôle peut se manifester quand on fait du vélo ou du ski, ou toute autre activité physique qui nécessite une coordination très fine de nos gestes, la prise en compte de nombreux signaux extérieurs et de ressentis dans notre corps et des prises de décision rapides qui, lorsqu'on a bien sûr un bon niveau, se font sans qu'on ait à y réfléchir consciemment. C'est pour ça d'ailleurs que ça vaut la peine de persévérer quand on commence à pratiquer un sport, parce qu'au début, c'est sûr, le flow n'y est pas et il faut s'accrocher. Mais à partir d'un certain palier de maîtrise, ça devient vraiment grisant. Alors, je dis ça, je ne fais pas de ski, j'ai trop peur de la pente, mais le vélo, je trouve ça grisant. Et quand on y réfléchit, notre capacité à faire du vélo sans y réfléchir, la coordination entre nos mains sur le guidon, ce qu'on regarde à gauche, à droite, ce que font nos pieds, nos jambes et la façon dont on maintient cet équilibre, c'est absolument extraordinaire. Et avec en plus la vitesse et le mouvement, ça peut créer, pour celles et ceux d'entre nous qui aimons le vélo, ça peut permettre d'accéder à cet état de flow. La 7e composante de l'état de flow, c'est la transformation du temps. Une des choses les plus fascinantes dans l'état de flow, c'est que notre perception du temps change et le temps semble à la fois s'étirer à l'infini, comme si le temps n'existait plus, et en même temps, ça passe très vite. Donc c'est comme ça qu'on peut se plonger dans la lecture d'un livre ou dans un projet créatif et tout d'un coup, on réalise qu'on ne voit plus rien et donc on lève le nez et on s'aperçoit que la nuit est tombée, mais comme on était complètement plongé dans notre activité, on s'en est pas rendu compte et donc on n'a pas allumé la lumière et on est d'un coup dans la pénombre. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois en faisant par exemple de la couture, les après-midi de week-end et j'adore cette sensation.
La 8e composante des activités qui favorisent le flow, c'est la perte de la conscience de soi-même. Quand on est dans un état de flow, non seulement le monde extérieur s'efface, comme on l'a dit, mais d'une certaine façon, notre propre existence s'efface aussi pour laisser toute la place à ce qu'on est en train de faire. Et ce que ça signifie, c'est que le temps de cette tâche, le temps de ce projet, on cesse de douter, on cesse de se juger, on cesse de s'inquiéter. Et pour beaucoup d'entre nous, il faut bien le dire, c'est un sacré soulagement. Et dans les activités de création, c'est aussi cette composante du flow, cette perte de conscience de soi-même, qui conduit certains artistes ou certaines artistes à avoir l'impression de n'avoir été qu'une sorte de canal par lequel l'œuvre a émergé, comme si l'œuvre ne venait pas d'eux ou pas d'elle, parce qu'au moment de la créer, ils et elles ne se sentaient pas eux-mêmes ou ne se sentaient pas elles-mêmes. Pour ma part, j'accède à un état de flow avec cette composante particulièrement marquée quand je suis dans un échange de coaching. Toute mon attention se porte sur la personne que je suis en train de coacher et je m'oublie complètement le temps de cette session pour mettre toutes mes ressources au service de la personne et de la situation qu'on évoque et comment est-ce que la personne va pouvoir accéder à ses ressources, à sa sagesse pour dénouer sa difficulté. Et souvent d'ailleurs, les mots, les éclairages ou les images qui me viennent dans ces échanges me surprennent moi-même, comme si j'accédais moi-même à une source de sagesse plus profonde dans ces moments-là qui ne s'ouvrirait pour moi que quand je suis dans cet état de flow. La 9e et dernière composante à évoquer au sujet du flow, c'est l'expérience autotélique. Alors, autotélique, c'est un mot dont je vous fais cadeau aujourd'hui si vous ne le connaissiez pas. L'adjectif autotélique qualifie une activité qui est une fin en soi, c'est-à-dire qui n'a pas d'autre objectif que le plaisir qu'elle procure. Donc, pour mes amis, les fans d'étymologie, autotélique, ça vient du grec, donc autos, ça veut dire soi-même, télos, c'est le but, donc autotélique, c'est autos et télos, et ça signifie qui s'accomplit par soi-même. Une expérience autotélique, c'est donc une expérience qui n'a pas d'enjeu particulier, une activité à laquelle on s'adonne indépendamment de toute récompense ou validation extérieure. Donc, comme exemple, on peut penser aux jeux de type Sudoku, les mots fléchés ou les coloriages pour adultes, qui sont des activités auxquelles on s'adonne par plaisir pur. En fait, il n'y a pas de pression, ni intérieure ni extérieure, à faire une grille de Sudoku ou un coloriage. Et une fois que la grille est complétée ou que la page est entièrement coloriée, vous remarquerez, on n'en fait rien de spécial. L'expérience, suffit à elle-même. On a donc vu ensemble les 9 composantes qui favorisent le flow. Donc, je vais les reprendre pour vous. Il y a d'abord le juste équilibre entre le challenge et vos compétences. Ensuite, la fusion entre votre conscience et vos actions. La concentration sur la tâche à accomplir. La clarté de l'objectif. Le retour immédiat et sans ambiguïté. Le paradoxe du contrôle. La transformation du temps, la perte de la conscience de soi et l'expérience autotélique. Maintenant que vous avez ça bien en tête, je vous propose 3 pistes pour favoriser le flow dans votre vie et donc augmenter votre satisfaction et votre épanouissement au quotidien. La première piste consiste à identifier parmi les activités que vous pratiquez déjà, dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, celles qui vous permettent d'accéder à cet état de flow. Et je vous propose de voir de quelle façon vous pouvez leur accorder plus de place, plus de temps, plus d'importance dans votre quotidien, maintenant que vous avez conscience de ce que ça vous apporte. Donc par exemple, si comme moi, la cuisine est une activité qui vous permet d'accéder à cet état de flow, vous pouvez cuisiner plus souvent si vous en avez la possibilité, mais aussi donner un sens supplémentaire au temps que vous passez à cuisiner. Et vous dire, non seulement quand je cuisine, c'est une excellente façon de manger des aliments frais, de partager des bons repas avec les gens que j'aime, mais vous pouvez aussi prioriser ça
en sachant que vous en recueillez des bénéfices au-delà de cet objectif de premier niveau, cet objectif le plus évident qui est simplement de faire à manger. J'ajoute que dans l'épisode 298 de Change ma vie, qui s'appelle « Ce qui vous fait du bien », je fais référence à ça et au fait que quand je ne me sens pas bien, pour diverses raisons, cuisiner me permet toujours de me sentir mieux. Et c'est en vertu de cet état de flow que ça favorise. Donc vous aussi, en identifiant ces activités qui vous aident à vous mettre dans un état de flow, l'invitation que je vous fais, c'est d'y faire appel quand vous avez ce besoin de vous apaiser, de vous recentrer ou de vous redonner de l'énergie. La deuxième piste que je veux vous confier vous concerne tout particulièrement si vous avez l'impression qu'il n'y a aucune activité aujourd'hui qui vous permette de vous mettre dans un état de flow, ou si vous voulez multiplier vos activités favorables au flow ou enrichir votre répertoire. Cette piste, c'est de repenser à vos expériences passées et vos loisirs passés quand vous étiez plus jeune ou quand vous étiez enfant. Donc, repartez en arrière dans vos souvenirs et posez-vous la question, est-ce que certaines de ces activités vous permettaient d'accéder à cet état de flow en repensant aux composantes qu'on a évoquées ensemble? Qu'est-ce que vous pouviez faire pendant des heures sans vous ennuyer, en perdant la notion du temps, du monde extérieur et la conscience de vous-même? Et est-ce que ces activités, vous aimeriez les reprendre, les réintégrer à votre quotidien d'aujourd'hui pour en recueillir à nouveau les bénéfices? Par exemple, quand j'étais petite, j'adorais démonter des trucs pour comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur et essayer de les réassembler ensuite. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'y arrivais pas toujours et j'ai cassé un certain nombre de trucs en regrettant après d'être allée trop loin dans le démontage. Mais j'adorais ça et je pouvais me plonger là-dedans, dans ces bricolages pendant des heures. Et je m'aperçois qu'en grandissant, c'est un type d'activité que j'ai désinvesti, notamment parce que je me suis mise en couple assez jeune avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort en bricolage que moi, c'est-à-dire qui avait beaucoup plus d'expérience du bricolage pratique au sens réparer des choses dans la maison, fixer des étagères et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je ne bricole pour ainsi dire jamais, mais il m'arrive de retrouver ce flow quand j'ai l'occasion de réparer des petites choses, donc des petits objets ou des jouets de mes enfants par exemple. Mais donc sachant ça, si un jour je manque d'activité de flow dans ma vie, je sais que ce serait une piste intéressante pour moi de me lancer dans des projets de bricolage. Et l'enjeu à ce moment-là, ce serait de choisir des projets qui ne seraient pas trop compliqués et sans trop d'enjeux pour commencer, pour créer ce décalage accessible entre mon niveau de compétence, qui n'est pas très élevé, et le challenge que représenterait ce projet. Et troisième piste que je veux vous confier pour favoriser le flow, c'est dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, est-ce que vous pouvez identifier des moments ou des activités qui aujourd'hui ne déclenchent pas cet état de flow, mais que vous pourriez en quelque sorte optimiser? Est-ce qu'il y a des modifications que vous pourriez apporter à ces tâches ou à ces activités, dans votre façon de les conduire ou dans votre état d'esprit, qui permettraient de retrouver ou de créer certaines des composantes qu'on a évoquées? Par exemple, les activités de création artistique sont potentiellement très favorables au flow, sauf si vous vous mettez beaucoup la pression sur le résultat ou une forme d'efficacité dans la création, parce qu'alors, vous bloquez cette composante perte de conscience de vous-même en vous jugeant à chaque étape, et vous bloquez également la composante expérience autotélique, parce que votre jugement et cette pression vous empêchent d'accéder au plaisir et donc cette activité ne peut pas être plaisante en elle-même. Donc l'exemple que je voudrais vous donner, qui est tiré de l'expérience d'une cliente qu'on accompagne dans le programme de coaching de Change ma vie, imaginons que vous aimez la photo, mais que vous en faites peu en pratique parce que vous attendez les conditions parfaites pour sortir votre très bel équipement. Ou alors, quand vous vous y mettez, en fait, vous avez inconsciemment une pression intérieure à faire des photos parfaites qui sont à la hauteur de standards très élevés que vous avez pour vous-même, qui serait de faire tout de suite du Cartier-Bresson. Et ça génère beaucoup de frustration parce que, bien sûr, vous n'y arrivez pas ou pas tout de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est vous proposer de partir en safari photo dans votre quartier ou dans un coin de nature pas loin de chez vous,
avec comme seul objectif, sans mauvais jeu de mots, de prendre plaisir ou de retrouver le plaisir de regarder le monde à travers le viseur et dans le même temps, en vous engageant envers vous-même à ne pas juger les images que vous allez créer. Donc en vous proposant de renouer avec le pur plaisir de la création artistique, sans pression de résultat, vous renouez avec cette composante expérience autotélique et en vous engageant à ne pas vous juger et à ne pas juger les images, vous faites diminuer cette idée de jugement et donc vous avez la possibilité de vous perdre vous-même dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce faisant, il y a bien plus de chances pour que vous accédiez à l'état de flow dans votre création photographique. Et en bonus, il y a aussi des chances pour que les images que vous créerez à ce moment-là soient bien plus intéressantes ou en tout cas reflètent bien plus l'artiste, le photographe ou la photographe que vous êtes. Je vous laisse donc cette semaine avec ce défi que je veux vous lancer de favoriser le flow dans votre quotidien et dans votre vie en général, à travers ces 9 composantes et ces 3 pistes. Et je suis très curieuse de savoir ce que vous déciderez d'en faire et quelles activités vous permettront d'accéder à cet état de flow. Si vous voulez partager ça avec nous, vous ne pourrez pas nous faire plus plaisir et je vous propose de nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc on est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou sur LinkedIn. Ou alors, vous pouvez nous envoyer un message sur l'adresse hello@changemavie.com. Bonne semaine pleine de flow. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.